Exact. Bonjour à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, hein, les followers également, les accros des réseaux sociaux qui nous envoient régulièrement leurs commentaires, leurs messages. Nous en prenons acte, nous en prenons lecture, nous en prenons acte et continuer en ce sens à être fidèles à EcoClub. Alors j'ai une tête un peu bizarre ce matin. Je pense que vous avez relevé cette bizarrerie, j'ai pas des lunettes. Je suis parti à la maison plus rapidement, coup de route, je me suis rendu compte que je n'ai pas mes lunettes, mes verres, mais en tout cas on va faire avec. Parce qu'on est là à lieu d'échanger. Alors, on se retrouve aujourd'hui, ce dimanche 29 janvier. Et nous allons bien entendu poursuivre sur les questions qui relèvent de l'actualité. Alors, vous savez, l'actualité depuis, je dirais, ce début d'année, depuis quelques mois, depuis le début d'année, une actualité extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement dense. Cette densité, cette richesse nous invite bien évidemment à y consacrer quelques minutes, même, je dirais, 1h30 de débat. Ce ne sera pas suffisant. Alors, de quoi est faite cette actualité? Elle est faite au niveau international, disons-le comme ça, de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est donc un conflit qui cristallise les attentions au niveau international, sur la scène internationale. Nous aborderons cette question-là. Ce sera le premier élément, le thème que nous allons donc aborder d'abord. Ensuite, une deuxième question d'actualité, un deuxième sujet, thème d'actualité, qui aussi, là aussi, retient les attentions. C'est la question du sexisme. Le sexisme. N'est-ce pas, on en parle, c'est un moment particulier en ce début d'année, on en parle, nous nous attarderons sur cet aspect-là, sur ce thème. Et aussi, le troisième point, si vous voulez, troisième élément de l'actualité, c'est donc la mobilisation. La mobilisation en France et également chez nous en Guadeloupe autour de questions qui retiennent les attentions beaucoup, c'est la question de la réforme des retraites. Alors voilà un peu à mon sens, ces thématiques qui retiennent les attentions et qui nous invitent, bien entendu, à y consacrer quelques instants dans le cadre de nos débats avec nos chroniqueurs à EcoClub. Alors, par conséquent, EcoClub abordera, je le précise, 3 thèmes. Je le reprécise. Premier thème, ce sera donc Russie-Ukraine, la démesure occidentale. Démesure, c'est une question. Russie-Ukraine, 2 points, la démesure occidentale. Chacun va s'exprimer là-dessus. Deuxième thème, c'est donc le sexisme, la guerre des genres. Nous allons aborder cette question-là également, ce thème-là. Et bien entendu, le troisième thème, ce sera donc la mobilisation en Guadeloupe. Mobilisation en Guadeloupe, échec, succès, disons-le, succès ou échec. La mobilisation à venir sur les questions d'actualité qui nous préoccupent. Voilà un petit peu, chers amis, comme je le dis souvent, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche sur le plateau de Canal 10 à EcoClub, ce 29 janvier, je suis un peu loin. Vous savez, on est un peu déstabilisé quand on n'a pas ses lunettes, mais ce 29 janvier 2023. Alors, vous savez, l'actualité n'a pas été faite, elle n'est pas faite uniquement de ça. Nous vivons un moment fort, c'est le carnaval. Nous prenons, on en parle tellement, nous n'allons pas nous attarder à en parler cette question. Le deuxième point que je voudrais signaler, ça, il faut le dire, c'est que 2023, ça va faire pour notre initiative, notre institution que j'appelle, je le dis souvent, EcoClub, c'est quand même 21 années d'existence. C'est longévité et constance. Je crois qu'il y a lieu pour moi de saluer cet élément-là et de vous dire merci aussi, chers amis, parce que vous êtes régulièrement sur le plateau du Canal 10 à débattre, à informer les gens, vos qualités, la pertinence de vos analyses. Il fallait le signaler. 21 années, ce n'est pas rien. C'est la constance et la longévité. Merci à vous d'être là. Alors, on va commencer aujourd'hui sur la gauche, d'abord pour les bonjours à René. René, bonjour à vous. Comment ça va passer, semaine-là? Bien bonjour. Bon, semaine-là passée comme toutes les semaines, à part on vient la grippe contrapée. Mais enfin, bon, ça va, pas ni bon problème. Pas ni bon problème, mais c'est très bien. Et bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Et la famille aussi bien. Oui. Enfin,
Je connais les contextes. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on revient. Avant d'aller à Nico, on va revenir à Raphaël. Raphaël. On passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'espère que c'est pas un symbolisme quelqu'un. C'est pas une connotation politique. Oui. C'est simplement spatial, comme on le dit. Bonjour à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Nos fans, comme on dit, les fans. Ouais, les gens qui nous suivent, qui nous interpellent, qui nous reconnaissent dans la rue, voilà. Et qui aussi prolongent assez souvent les débats par des appels, par des commentaires qui sont des fois très très intéressants, qu'on essaie d'intégrer, d'ailleurs de temps en temps, parce qu'il y a vraiment des fois des angles qu'on n'avait pas perçus. Donc merci à tout le monde, et puis que ça reste très interactif et aussi sympa entre nous. Merci pour cette attention, merci pour ce grand bonjour. À toi, Raymond Ramaille, toujours fidèle comme tout le monde. Hein. Ramaille, alors, la semaine, bonjour à toi. La semaine a été bonne, comme toutes les semaines. Et je voulais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, en Guadeloupe comme ailleurs. Et au Moule, c'est une exception aujourd'hui. Il y a le carnaval grandiose à Moule. Alors, le maire a préparé la ville pour recevoir toute la Guadeloupe et les touristes qui sont dans le pays. Alors, vous serez les bienvenus chez nous à Moule à toute sécurité pour assister au carnaval grandiose qui sera de rigueur aujourd'hui. Voilà. Alors, bonjour à tous et à tous ces beaux carnavals. Amusez-vous bien dans le calme. Dans le calme, c'est bien dit, parce que c'est un moment, je dirais, d'euphorie. Hein. C'est une concentration, extrême, une convergence extrême. On y trouve tout, mais c'est la définition même du carnaval. Hein. Voilà. On trouve tout et c'est au contraire. Mais ça promet surtout de suivre ce sacré embouteillage. Là, en venant ce matin, c'était déjà... On attend aux alentours de 80 000 personnes. Hein. 80 000 personnes, ça fait beaucoup. Et la ville est préparée. Vous savez, moi, je suis moulien. J'espère que la Guadeloupe ne va pas basculer. J'espère. Je suis moulien, je serai sans doute avec mon regard, bien entendu, sur le lieu, mais je ne sais pas si... Là, il sera possible d'entrer, parce que la famille, nous sommes un peu à la limite du beau. C'est pas toujours évident, tout cela. Alors, Nico... Nico, tu connais mes mots, hein, toujours. Merci, là où tu es. Tu échanges avec nous en visio, c'est bien. Alors, le bonjour à Nico. Merci beaucoup. Moi, il fait froid. Et j'ai appris qu'il y avait le froid réel et le froid ressenti. Oui. Le froid réel et le froid ressenti. Le froid réel, du moins, c'est 2 degrés. Et le froid ressenti, c'est moins 1 degré. Bon, en tout cas, moi, à Casamouin. Et j'ai mis le chauffage au maximum. Alors, bonjour à tous, et je suis prêt. Et super. Eh bien, nous te remercions beaucoup pour ça. Merci d'être avec nous et de passer ce moment 1h30, je crois, avec au club pour en débattre. Alors, messieurs, après ce bonjour, j'ai envie d'abord d'ouvrir cette émission avec je dirais, sous deux aspects, enfin, qui ont sans doute devraient en tout cas retenir notre attention, je pense, on verra. Premier élément, nous avons une visite inhabituelle d'un président, président du Sénat, la personne de M. Larcher, qui est un acteur important, je dirais, si vous voulez, marqué par sa longévité en la politique. Président du Sénat, ce n'est quand même pas rien. Alors, moi, c'est quelque chose d'inhabituel, mais qui nous concerne. Mais alors, quel est votre regard sur cette visite? Est-ce que cela vous avez regardé, parce que j'ai vu à la télé, ce que ça vous dit, ce qu'il est venu faire, comment on dit, voir sa clientèle, relancer son parti, mais disons quelque chose. Qu'est-ce que cela vous... Est-ce que vous avez vu ça de manière épiphénomène, ou du moins... Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? On va commencer avec Raphaël. Pour moi, c'est un épiphénomène, voire qui approche le nul, en termes de sentiments personnels. Ce qui m'étonne à chaque fois, quand un grand haut personnage arrive, c'est qu'il découvre. Il découvre la Guadeloupe, il découvre les dossiers, il découvre la situation, il découvre le peuple. On est français depuis, je sais pas combien, 1600, je crois, d'Arené. Et il découvre tout. Bon, ça me fait rigoler. Comme si le préfet n'envoyait pas les documents, comme si la région n'envoyait pas les documents, comme si le département n'envoyait pas les documents, comme si les députés ne faisaient pas de travail. Ils sont toujours étonnés partout. Donc ça me laisse extrêmement rêveur sur l'objet et la finalité de ces visites, hormis de se réchauffer un peu. Et des lendemains aussi. Et des lendemains. Donc, les dérogations. Nul. Alors, c'est l'avis de Raphaël. On a dit, Wamaï, sur cet aspect-là, quel est ton regard? Cette visite un peu inopinée, je dirais, la Martinique et en Guadeloupe.
Pour moi, c'est toujours utile comment dirais-je, de recevoir des hauts personnages de l'État. C'est quand même le deuxième personnage de l'État, si mes souvenirs sont bons, le président de l'Assemblée Du Sénat. Du Sénat. Et donc, j'ai retenu quand même dans ses propos qui vont, ce qu'on a l'habitude d'entendre quand même, mettre un petit peu l'accent un peu plus sur la décentralisation et la différenciation. Oui. Et j'ai retenu aussi que ce sera pas fait pour l'outre-mer, mais pour la France, y compris l'outre-mer. Et quelque part, ça me rassure pour ne pas rentrer dans des dérives. Je suis pour qu'il y ait des améliorations, pour que les choses bougent, mais pour qu'il n'y ait pas de dérives, pour ne pas conduire la Guadeloupe dans n'importe quelle direction, pouvant nous entraîner dans des situations difficiles comme ce qu'on connaît, pas loin de chez nous, dans la Caraïbe. Parce que ici, la Guadeloupe, c'est quand même une vitrine dans la Caraïbe par rapport au niveau de vie, au niveau intellectuel de l'ensemble de la population, au niveau économique. Bon, c'est vrai qu'il y a des critiques, hein, mais en fait, je crois que la Guadeloupe reste quand même une vitrine dans la Caraïbe. Alors voilà, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait utile et qui va dans la direction. On ne peut pas s'attendre à ce que le président de la République, le président du Sénat ou M. Lambda passe en Guadeloupe, que le ciel va changer de couleur le lendemain, hein, et qu'il n'y a plus de chômage. Il faut bien essayer de travail permanent comme Éco-Club. Nous sommes là, il faut être là, et pas permanent. Changer, il y a des hauts, il y a des bas, et puis voilà, il faut avancer la vie. Nous avons entendu Ramaï là-dessus, Raymond Ramaï. Alors, bien entendu, il y a René. Côté au plateau. René, alors, c'est un événement inhabituel, ça, n'est-ce pas, qu'un président de Sénat. Alors, visite de courtoisie ou du moins autre chose? Est-ce que c'est bon, c'est gentillesse, de sympathique, quoi que ce soit, c'est quand même un événement. Oui, mais ce sens, c'est inhabituel. en passant, quand il vient faire un incident, hein, puisque de toute façon, le troisième personnage de l'État, bon, il vient incident. Mais enfin, à la radio, il va avoir une fait des spéciales. À part que, il faut en rapprocher ça en particulier, interview à Mélamotin, qui fait à l'RFO, où Mélamotin était capable à travers l'association des maires, un travail spécifique qu'il a fait avec le Sénat et tout ça, des relations spécifiques. Et il m'a dit, ici, il était candidat au Sénat, il dit ça fait partie de l'ordre des choses. Et c'est qui est invité à président. Donc, si vous voulez, de même qui est invité président à l'association des maires de France. Donc, quand on dit que c'est les grandes manœuvres politiques qui commençaient, ça pour tout le monde savent qu'il n'est pas, dirigeant de la Parti socialiste encore. Il dit retourner à la base. Mais enfin, on va retourner là-bas, puisque je voulais ça te poser la question, est-ce qu'il a affronté l'URL? Il dit c'est dans l'ordre des choses possibles. Donc, moi, quand même, ça dans tout au combat là. Alors, parce que ça là, je dis là, en fin de compte, c'est ça le gouvernement là, qu'a dit, hein, depuis un bon moment, hein, et qu'a demandé, c'est vrai. Et au contraire, il faut nous faire très attention. Moi, on toujours connaître la diplomatie française en termes de duplicité. Il faut faire attention entre les maudits et les réalités. C'est comme le ressenti et le réel. Exactement. En fait, pour nous changement, nous apportons une évolution constitutionnelle pour la Guadeloupe, hein, nous changement à la Constitution qu'il y aura fait. Et donc à la changement à la Constitution en particulier, il y aura voté tout un certain nombre d'articles, les 73, 76, 74, qui ont fait l'objet de débats complètement imbéciles, puisque pour nous, ils savent exactement qui était. Et au cas où il y a un chapitre spécial Outre-mer. Et ça a inspiré ça dans la Constitution. Oui. Et ça a inspiré par, si vous voulez, la Nouvelle-Calédonie, en particulier la Polynésie, qui a poussé vers pratiquement une évolution beaucoup plus importante jusqu'à l'indépendance. Et en fait, quand ils ont habité Outre-mer, de telle façon à ni un traitement, si vous voulez, à la carte pour les Outre-mer. Bon, on traitement, et ça bien spécifié, bien clair, dans le cadre de la République française. Donc, si vous voulez, moi, en tant que même bidon là, hein, c'est pour ça que parfois, alors, on attend, du côté de ça, l'autre jour, il a été une raison.
Là, on va attendre des gens qui parlent de domiciliation du pouvoir, d'autonomie. À part ça, moi, il n'y aura pas de problème. C'est juste un changement. Dans les institutions, qui genre, ouvrir, est-ce qu'elles sont assemblées uniques, est-ce qu'elles sont pas assemblées uniques, est-ce que c'est essentiellement ça, mais pas me dire, ça c'est où me dire, qui changement statutaire, qui ceci, qui cela. Et donc, en définitive, pour moi, si vous voulez, c'est effectivement des affichages. Et puis affichage, on le note. Affichage pour René, c'est son avis. Alors, Nico, on vient à toi. Visite au courtoisie, ou du moins une stratégie bien orchestrée, bien orientée. Alors, comment tu vois ça? Quel est ton regard là-dessus sur cette venue du président de Sénat? Brièvement, je pense qu'il y a l'apparence de la chose et la chose elle-même. Alors, côté apparence de la chose, les enfants doivent savoir qu'ils ont reçu, sur la terre de Guadeloupe, un haut personnage de l'État français. Quand le président, la présidence est vacante, c'est lui qui prend le pouvoir pour organiser l'élection. Je me souviens qu'il paraît que lorsque, comment dire, on a tout fait pour que Monnerville ne fasse pas l'intérim. Alors il paraît, ma mère dit ça, pour qu'un noir ne soit pas président de la République. On a tout fait pour ça. Et donc, moi, quand je vois un président du Sénat, je pense à ça. Je pense qu'on a empêché un noir, président du Sénat, potentiellement de faire l'intérim. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, il faut dire aux enfants que le Sénat, c'est, dans le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui représente les collectivités. Et donc, comme il est question de modifier à l'échelle française l'ensemble des collectivités, harmonie européenne pour certains, mettre de l'ordre dans le désordre de la Constitution pour nous, et un peu plus pour la Nouvelle-Calédonie, pour Kanaki. Donc, il est dans son rôle. Il peut justifier du budget de déplacement parce qu'il a une lettre de mission objective. Et même si, comme dit Raphaël, je pense que la plage et le bronzing ne sont pas à exclure, sans parler du punch et du colombo et du coubillon de poisson. Et du saucisson, parce qu'apparemment, il aime bien le saucisson. Ah bon, il peut en manger en France, enfin. Peut-être qu'il y a en tout cas, voilà. En tout cas, au niveau, c'est vrai, pour le dire sérieusement, au niveau de l'apparence, c'est ça, c'est cette chose-là. C'est l'homme d'État français, charbon. Mais c'est vrai que au niveau de ce que nous souhaitons, nous, enfin, je dis nous, la souveraineté, l'émancipation, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et la réforme qui se joue, et René a raison, comprenez bien, on vous demande pas votre avis pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pas ça. La France met de l'ordre dans sa constitution qui est pas lisible. Bon, et elle met de l'ordre. Elle a raison. Elle met de l'ordre. Mais votre avis, ça n'intéresse pas grand monde. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un package. S'il y a un référendum, par exemple, s'il n'y aura pas tout compris. C'est-à-dire le réajustement européen pour le droit commun français, la Nouvelle-Calédonie et sa question de souveraineté partagée avec la France, et le chapitre Outre-mer à rédiger. Et que tout ça va passer comme un seul homme en bloc. Donc et je suis désolé de dire ça à Losbar, quand Losbar demande à la marchand de pistache, et ma tante, ma grand-mère, la marchande de pistache, respect. Quand elle demande qu'est-ce qu'il faudra mettre dans la Constitution, parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'on fera des pistaches et tout ça, il se fout de nous, quoi. Il se fout de nous. C'est démagogie populiste, simpliste, face à une question. Et Raymond Ramaille me dit une chose qui m'intéresse beaucoup, vraiment. Quand il me dit, il est pour le progrès de ce pays, mais avec la France. Et je crois que ce qu'il dit là, je suis très content que M. Ramaille soit là, parce qu'il dit des choses profondes en lien avec ce que le pays pense profondément. Même si je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Les Guadeloupéens, l'épreuve des faits, sont prêts à aller très loin, dès lors qu'ils le font à la demande et avec la France. Donc, voilà. Prions pour que la France veuille nous aider à aller très loin. Je dis ça. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce point de vue. Alors, vous avez eu, les téléspectateurs, vous avez entendu
l'analyse un peu, la vision de nos chroniqueurs, penser comme bon vous semble. Chacun chez lui pense voilà. Un deuxième point très rapidement aussi, parce qu'il faut revenir nous arrivons au sujet vraiment. C'est donc cette opération qui s'est déroulée à Sainte-Anne, la commune de Sainte-Anne, au lieu du Fontaisan. Là où, dit-on, il y aurait une voie d'accès à un lieu public, en tout cas sur le littoral, voie d'accès qui traverserait, je n'ai pas vu, un lotissement, et il se trouve qu'une porte a été installée pour justement, pas pour cela, mais et cette porte empêche l'accès libre à cette plage. Alors nous avons vu sans doute hier à la chaîne à 20h sur une chaîne les actions de démolition des gros bras, me semble-t-il, qui sont venus, la gendarmerie. Moi, j'aurais aimé vous entendre, non pas sur la profondeur de la chose, nous ne connaissons pas très bien, nous n'avons pas les éléments de papier, les éléments, les documents, les pièces pour nous éclairer les analyses, mais l'acte en fait de démolition. Comment ça vous pensez? Quoi pensez-vous de ça? C'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est bien, c'est mauvais, c'est à condamner? C'est plus que quelque chose qu'on peut comprendre, c'est un acte de légitimation. Oui. Il est clair que le littoral appartient au peuple, à Beaupé, oui. Et que donc l'accès au littoral doit être géré par des servitudes communes ou quoi que ce soit, et que donc si pour des raisons privées, privatives, mercantiles, lotissement, n'importe quoi, on le bloque et on s'approprie cet accès-là, il faut le démonter. Oui. Alors, ça c'est l'avis de Raphaël. Ah oui, mais Ramaï. Alors, moi, j'ai vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé. Avant hier, l'intervention du maire et les premières interventions des manifestants. Nous sommes dans un pays de droit. C'est vrai ce que dit Raphaël, je suis tout à fait d'accord. Et je crois que les uns et les autres sont d'accord. Le maire a demandé 3 mois, un certain nombre de jours, équivalent grosso modo à 3 mois, pour étudier le dossier et pour faire intervenir la loi, je suppose, pour connaître ce qui s'est passé. Et ensuite, si il faut démolir, compte tenu des indications qu'il y aura suite à l'enquête que va mener le maire, à ce moment-là, la justice, si la justice doit intervenir, s'il n'y a pas de solution amiable, la justice va intervenir pour démolir s'il faut démolir, ou pour confirmer la propriété de la personne. Or, je vois que hier, il y a eu des démolitions sauvages. Ouais, je ne peux pas adhérer à ce genre d'intervention. Et quand on dit que la Guadeloupe est violente, ceux-là même qui disent qu'il y a sur les routes, par exemple, il y a de la violence. Mais c'est ça aussi la violence. Ce sont les mêmes qu'on va retrouver sur les routes. Ce sont les mêmes qu'on va trouver en famille. Ce sont les mêmes qu'on va trouver en voisinage et qui vont manifester leur violence parce qu'ils ont la culture de la violence. Moi, je ne peux pas adhérer à ce genre de choses. Le maire a demandé un certain nombre un temps pour étudier la question. Il fallait au moins attendre ce temps-là. Et s'il faut démolir, après on démolit avec l'aval de justice. Voilà, l'avis de Ramaï. Alors, René, moi, nous avons entendu, Ramaï l'a dit, sans doute, c'est un état de droit. C'est-à-dire, vous pouvez contester sans doute des choses, mais aller démolir comme ça peut avoir des suites judiciaires. J'imagine, indiscutablement. Alors, René, qui regarde aussi ça, plus particulièrement la démolition. On va pas entrer dans la profondeur. Parce que les choses sont peut-être liées. On va signaler que ça qui a passé à Fontaisan, c'est ça qui passé à Moule. À Moule ailleurs. C'est ça qui a passé à Dier, apparemment aussi. C'est même bité à voiture à Pella, c'est tout ces bité à ça. C'est-à-dire que c'est cohabitation. Cohabitation à les Guadeloupéens qui a dans un certain nombre de traditions, d'habitudes, de culture, etc. Et des mondes qui s'ouvraient pas ni même vision qui nous et quoi considérer que il y a un certain nombre de droits qu'on y a dit ou qu'il y a estimé que c'est droit au point final et parfois qu'il y a au-delà de droit. Bon, ça a fait l'objet de conflits et il y a de plus en plus de conflits comme ça qui a fait en Guadeloupe à l'heure actuelle et qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça a montré toute malaise sociétale là qui n'est en pays en nous là côté là ça. Et ces questions-là, ça, il faut régler de manière très rapide et très ferme. Alors, en cas signaler au Cap en Guadeloupe seulement, en Martinique aussi, en Martinique, nous voyons ça d'autre côté. Et il faut régler ces problèmes-là, ça, de manière très vite et très rapide. L'accès au littoral sont accès qui sont droits naturels pour tout le monde.
Ouais, ça a été fait à l'hôtel Gauzy aussi, à un moment donné. C'est cet hôtel-là où ils ont été barrés pour empêcher la caravelle, mais à Gauzy aussi. Et puis, ils ne finissent pas admettre. Oui. Mais ça, c'est toujours ça qui est consigné fait si pour moun pas réagir, et c'est toujours des moun qui ont réagi par rapport à droit qui n'ont pas respecté tout ces bêtises ça, puisque c'est les résidents qui étaient là, plus des moun qui viennent bailler un coup de main. Et ça, si vous voulez, ça fait partie de toute malaise sociétale là qui est en pays en nous, et de cohabitation et vivre ensemble, qui a fait que parce que ça brutal, ça peut paraître brutal parce qu'il y a crasé. Mais là, vous mettez un portail, vous fermez, c'est aussi brutal. C'est aussi brutal. Donc, si vous voulez, bon, moi, on peut rentrer en termes de brutalité, en termes de légitimité et droit à respecter. Alors, légitimité et droit à respecter. Alors, Nico, on vient à toi. Hein. Moi, j'aurais vraiment voulu t'entendre sur l'aspect qu'on a vu, hein, la démolition, n'est-ce pas? Oui. Il y avait des Guadeloupéens qui étaient sans doute fâchés, qui se disent, il y a des instances pour régler ce problème-là. Alors, moi, j'imagine, nous sommes là, attention les gars, nous sommes là pour éclairer la population, hein. Il ne faut pas dire n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? Il faut bien éclairer la population. Est-ce que cet acte de démolition, en lui-même, c'est quelque chose, je dirais, d'acceptable dans un état de droit? On peut comprendre le combat, mais est-ce que le fait, tu vois, dans la sphère du judiciaire, du juridique, on peut le prononcer, est-ce que le fait de venir, de démolir à la vue des Guadeloupéens, des gendarmes, qui ont des caméras, pour voir les individus qui cassent, est-ce que tu penses, si tu avais été là, tu aurais dit attention, peut-être picier, mais si attention, il faut nous faire comme ça, il faut nous coûter, mais là, qui bon, nous, habiter. Quel est ton avis là-dessus, Nico? Alors, en droit, c'est vrai que le contrat social depuis Rousseau fait que on se départit de sa violence personnelle, on la confère à un État qui a le monopole et la légitimité de la violence. Ça, c'est clair. Hein? Bon. Sinon, il n'y a pas de contrat social. Ça, c'est pour le dire clairement. Donc, au plan du droit formel, on n'a pas à rendre justice soi-même. Bon. Alors, généralement, quand on veut rendre justice soi-même, on le fait la nuit. Hein? On le fait à la vue de personne, comme on dit. On le fait la nuit, quand on n'est pas vu. Hein? Bon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment se fait-il qu'on peut organiser une opération illégale de jour. Moi, ça me préoccupe un peu. Et alors, d'ailleurs, je ne dis pas tout ce que je pense de ces populistes-là, comme dit ma mère communiste, qui organisent des vidéos comme ça. Moi, je suis très préoccupé que quand il y a un conflit entre le droit et le passe-droit, et les passe-droits, on va germer des populistes. Des mouns qui sont là pour agiter un peu, et puis les médias sérieux, pas qu'à voyou, hein, mais des pignons qui ont un coup de caméra, une animation, ils sont aux avant-postes de tout. Et quand il y a des moments de combat clair, hein, où il faut prendre position, ces mouns disparaissent. Donc moi, ma question, c'est ces mouns ça qui m'intéresse, hein, pour dire la vérité. Et j'ai entendu toutes sortes de choses que je n'ose pas répéter ici, sur le statut réel de ces soi-disant leaders populistes-là. Bon. Mais par contre, c'est clair, la Guadeloupe doit, à mon avis, récupérer la compétence de l'aménagement de son littoral. Hein, et si Niambité a fait, c'est bien transférer cette compétence-là au pouvoir local. Oui. Comme ça, le maire ne pourra pas me dire, il vous a 3 mois pour réfléchir, il sera responsable immédiatement et chargé d'agir. Et si Niambité, c'est l'île qui arrive, ouais. C'est ça qui m'intéresse dans cette question-là. Donc, il est écrit nulle part qu'on puisse se faire justice soi-même, sauf la nuit. Sauf la nuit. Sauf la nuit. Il est écrit nulle part non plus qu'on va laisser éternellement d'autres décider pour nous. Ça, c'est vrai. Hein? Et il est grand temps que les collectivités, la région ou la commune prennent ce pouvoir-là pour l'exercer pleinement, en droit et pas en passe-droit.
Ok, c'est bien dit, on va donc arriver à la pub. Permettez-moi, chers amis, de mon point de vue là-dessus. Effectivement, j'ai été surpris quand j'ai vu au grand jour, je dis que, bon, on peut penser, c'est normal, il y a des mouvements de contestation, et le littoral doit être la première chose, c'est savoir s'il y a un seul accès, et s'il n'y a pas d'autre accès. Et puis d'autre part, sur la présentation que j'ai vue personnellement, puisque nous sommes là pour éclairer les Guadeloupéens, on a vu un chemin qui était tracé en pointillé, qu'on qualifie de servitude. Moi, j'ai pas vu de numéro. Tout cela. Donc, quand vous parlez des choses, je pense que sur le regard un peu de juriste, il faut faire attention. En tout cas, c'est une problématique qu'il faut régler. C'est le problème d'accès au littoral. Ça, c'est, je pense, dans notre société, même celle que nous allons construire demain, il y aura des règles et ça serait devant des juristes. Mais en tout cas, moi, j'ai très mal perçu cet acte de vandalisme. Je pense que si j'avais été là avec mes amis guadeloupéens, j'aurais dit, monsieur, attention, hein. Comme Nico a dit, là on est bien cassé. Casser la 8. Même si il fait la journée, il va casser la 8, on va voir. Parce qu'on peut dire contre. Et c'est ça qui est dommage quand même pour une action quand même qu'on a bien initiée. Défendre le littoral, c'est bien, il faut y aller, mais quand même prudence dans les actes. Mais bon. En fond de train quand même, mais bon, on reviendra dessus une autre fois. On a la pub. Oui. En fond de train, il faudra quand même un jour qu'on parle des rapports entre légitimité et droit. Tout droit, oui, légitimité. Bien sûr. Ces problèmes-là, ça a imposé aussi, à oui. niveau là, ça pour qui, très rapidement, hein, est-ce au tenidor, mettons un baillet, dès le pour te départ, barrer chez là. exactement. Est-ce où aille devant les juridictions pour savoir que au tenidor. Donc, au pays devant les juridictions, mettons un baillet. C'est les juridictions qui qu'on a dit. Désolé, vous mettez au devant un problème qu'a fait que n'importe qui m'était permis. Donc, faut savoir aussi faire attention. C'est trop facile de trancher comme ça. Faut nous dire ça. Il y a le statut de la violence. Tu parlais de problématiques sociétales. Non, le statut de la violence est décliné différemment selon qu'elle soit au niveau sociétal et au niveau social. C'est pas la même violence. Bon, alors, on va écouter quand même parce qu'on me fait signe la pub. Et comme nous le savons, publicité pas qu'à mâcher sans télévision, pardon, pas qu'à mâcher sans publicité. Voilà. Voilà donc, messieurs, chers téléspectateurs, mesdames, téléspectateurs, téléspectatrices, hein, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, nous poursuivons avec ce thème intitulé donc Russie, Ukraine, la démesure occidentale. Le titre affiché à l'antenne. Alors, vous voyez bien que voilà donc un conflit qui a pris naissance depuis de longues dates. Hein. La genèse, nous pouvons venir là-dessus, quand vous voulez bien. Et que maintenant, nous assistons, le monde assiste à une mobilisation, une sorte de coalition de circonstances, comme je le dis, de certains pays occidentaux, n'est-ce pas, par rapport à la Russie. Les avis divergent. Hein. On entend aussi la communication autour. Souvent, nous avons droit à une communication, je dirais, à charge. Quand on regarde certains médias, n'est-ce pas? Alors, votre regard là-dessus, Raphaël, j'avais déjà exprimé là-dessus. Mais c'est une question qu'on n'entend pas souvent dans les débats ici, mais c'est une question extrêmement intéressante, parce que nous sommes suspendus, bien sûr, nous, à l'issue de ce conflit-là. Alors, il y a l'aspect immédiat. C'est un drame. C'est une catastrophe, c'est épouvantable. Hein, et bon, le problème, c'est que si on reste sur la phénoménologie, l'aspect immédiat, on perd la perspective historique, on perd l'épaisseur, et donc on peut se tromper un peu, hein, toujours entre la forme et le fond, même si la forme est la surface du fond. Hein. Trois choses. C'est une guerre d'empire. Donc, première chose, c'est-à-dire la guerre d'empire, c'est-à-dire l'empire colonial, l'empire russe, qui est en démantèlement continu depuis Gorbatchev, etc. Et c'est frites. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est en termes de réactionnel. Donc c'est une guerre d'empire. La deuxième chose, c'est que c'est une guerre coloniale. Ça veut dire que l'Ukraine est considérée d'une manière ou d'une autre historiquement comme une colonie ou une appartenance à un ensemble. Et la troisième chose, c'est une guerre civile. Parce que c'est une guerre entre des frères. Les Ukrainiens, les Russes. Pendant longtemps, on pensait que Kiev était la capitale de la Russie et tout. Donc, ça veut dire que c'est une guerre d'impérialisme. Et d'impérialisme des nations sur des petits peuples, qui peuvent être régionaux ou avant constituer une espèce de coalition, mais qui se tenait à travers l'Empire. Une guerre d'un impérialisme, et qui est basée sur l'exploitation des plus grands, sur trois choses. Qui est basé sur l'exploitation, et parce que ça va évoquer pour nous d'autres situations propres à l'Europe, pour revenir à ce que tu disais.
qui est basé sur l'impérialisme des plus grands par rapport aux plus petits, donc la Russie par rapport à l'Ukraine, la Biélorussie, la Crimée ou d'autres, comme on a connu par ailleurs en Europe, qui est basé aussi sur une instrumentalisation éhontée des politiques, les Américains, parce qu'ils n'ont pas de leçon à donner aux gens sous ce type de guerre-là, et la France non plus, entre parenthèses, parce que quand on va parler d'empire, de colonies, on sait de quoi on parle, surtout nous. Donc, instrumentalisation des politiques, comment dirais guerre des plus grands, et la mise à l'écart des peuples, de la volonté des peuples, de qu'est-ce qu'ils demandent, les Ukrainiens comme d'autres. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose dans un environnement hyper médiatisé, dans lequel se déroule cette guerre comme si c'était un salon. Les gens viennent à la télé, il y a des salons et on parle que ta. Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, ce que je sais de la perspective historique, c'est que dans la situation actuelle, elle détient cette guerre-là tous les germes de la Troisième Guerre mondiale. Et là, je sais pas où on va. Et peut-être du nucléaire. Et probablement du passage nucléaire, parce que c'est la différence maintenant qu'il y a en plus. Donc, je crois que c'est une vraie préoccupation qu'on doit s'emparer en tant que sujet du monde, de la planète, du village planétaire, du village global. Les individus doivent s'emparer de ça. Et je dis, hélas, et je le dis de plus en plus autour de moi, on doit se préparer au pire. On doit se préparer au pire. D'autant que c'est la première fois que je crois que nous voyons il y a un conflit entre, à mon sens, entre une puissance nucléaire et bien entendu l'Ukraine qui n'est pas de puissance nucléaire, et qu'à un moment donné de ce conflit, la puissance nucléaire s'est trouvée quelque peu affaiblie. Il faudrait bien imaginer qu'elle va jamais. Elle va pas rester dans le conventionnel. Elle va jamais rester comme ça. Elle va pas rester au dernier moment, s'il faut péter, tout va péter. Et puis il faut voir comment l'engrenage se fait. C'est à travers l'armement, à travers le fait que l'Ukraine dise qu'elle représente l'Occident, mais la guerre de l'Occident, alors que l'Occident, la Russie est plus dans l'Occident que les États-Unis. Et quand on prend le rapport des choses en termes de violence. Alors cette fois-ci sociétale, la violence sociétale, notamment avec l'exterritorialité du droit américain, a certainement été plus fort sur l'Europe que tout ce que la Russie a fait, sachant qu'historiquement, la Russie a toujours été une alliée de l'Europe et on sait bien le prix qu'ils ont payé la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est très délicat, et c'est dramatique. C'est le plus grand pays de l'Europe, on dit, le plus grand pays de l'Europe. Alors, Raphaël a donné son regard là-dessus. Raymond, comment tu vois ça, les choses? Bon, ma foi, je crois qu'il y a une peur latente, le nucléaire. On se dit, bon, c'est comme si vous aviez un voisin, bien, vous vous sentez plus costaud, plus fort que lui, mais vous voyez en même temps, il y a un risque qu'il vous gagne, qu'il vous jette, que vous trouvez par terre. La seule chose, c'est de faire sauter le monde, c'est un peu comme ça. C'est une crainte, Alors, où en est-on? Comment vois-tu ça? C'est une préoccupation mondiale et qui a des retombées sur toute la planète. Cette guerre en Ukraine avec la Russie. On voit bien que les conséquences économiques qui se posent partout, notamment sur le plan énergétique, mais sur le plan aussi de tout, en fait, des produits alimentaires. On voit que l'Occident est touché, tout l'Occident est touché, certainement aussi les autres, mais parlons de l'Occident, tout le monde est touché par ce conflit, et il y a des répercussions. Maintenant, s'agissant du conflit, c'est vrai, moi je ne suis pas historien, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vis au quotidien et nous sommes là pour éclairer selon la sensibilité de chacun. Moi, je suis chez moi, quelqu'un vient m'attaquer chez moi, je dois me défendre. C'est un peu ce qui s'est passé en Ukraine. L'Ukraine, il y a des frontières reconnues par la communauté internationale, des frontières reconnues par la Russie, et dans un ordre mondial établi, et la Russie se permet, peut-être parce qu'il y a le nucléaire, il possède la bombe nucléaire, se permet d'attaquer et de franchir la frontière reconnue par la Russie pour aller taper sur l'Ukraine. Et taper comme si c'était ses enfants, et tape dessus, et puis vous sortez, on prend la place. C'est un peu comme ça, à raccourci, que je vois les choses. Maintenant, il y a l'autre aspect de la chose, c'est que nous avons de côté
l'autocratie, la dictature. Et de l'autre côté, nous avons la démocratie, l'Occident, l'Amérique, avec des règles démocratiques qui fonctionnent. Et si, dans ce conflit-là, Poutine arrive à percer, alors je crois qu'il y aura une sorte de contagion sur la planète. Donc, je crois que les deux parties, personne ne veut perdre. Pour moi, c'est une guerre que l'Occident ne doit pas perdre. L'Occident doit emmener des aides à l'Ukraine. Et si on veut, ça c'est mon avis, un avis personnel, compte tenu des éléments que j'entends, je vois, je lis, si c'est un avis ça peut ne pas faire l'unanimité, et certainement ça ne va pas faire l'unanimité. Si on veut arriver à arrêter cette guerre, parce que le but du jeu, c'est d'arrêter la guerre. Poutine entend qu'une seule chose, c'est la force. Il n'entend rien d'autre. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'entend rien d'autre. C'est la force. Or, Poutine, quelque part, est puissant sur le plan militaire. S'il n'y a pas une coalition suffisamment forte, et à mon avis, il faut faire quelque chose de puissant et de fort, de coup, pour arriver à faire les gens s'asseoir à la table de négociation. Il faut mettre la force en face de Poutine. Et pour obliger les gens à venir à la table de négociation et trouver une solution à cette période. Mais si on fait comme on dit souvent ici, on va choquer, pour essayer chaque fois de rétablir l'équilibre avec Poutine, ça ne va jamais finir. Ça va durer des années et des années, mais on ne va pas connaître une fait, à mon avis, rapide de cette affaire-là. À mon avis, il faut mettre la force en face de Poutine et l'obliger à s'asseoir à la table des négociations. Et là, l'Occident a les moyens de gagner cette guerre. Largement les moyens de gagner cette guerre. Maintenant, il y a une question de nombre, où la Russie a certainement, à ce niveau-là, de l'avance par rapport au nombre, mais on a la qualité en Occident. On a la technologie. Et on peut largement contrebalancer et arriver à mettre la force en face de Poutine pour arriver à mettre les gens à la table de négociation et arrêter cette guerre. Ok, alors c'est l'avis de Raymond. Alors René, nous revenons à vous, à la dépuissance, il y a un risque d'affrontement de grandes puissances nucléaires. Et bon, il y a ça, il y a aussi le soutien de l'Occident à l'Ukraine avec un pouvoir à Maï, un pouvoir à tout le monde. Et nous avons, comment s'appelle-t-il, le président de l'Ukraine, là, c'est Zelensky, qui aussi même, après avoir reçu les chars, demande des avions. Et maintenant, dit à Macron, c'est vous qui votez pas Macron, pas voter Macron. Mais quand Macron ne pas laisser des sportifs venir, il demande à Macron, hein. C'est pas lui qui a demandé, il demande pas au peuple français, hein, mais il demande à Macron. Donc, voyez-vous. Donc, il y a dans ce schéma-là des choses qui nous interpellent, qui méritent que nous focalisons un petit peu là-dessus pour éclairer le peuple, hein, surtout ça. C'est surtout ça pour éclairer le peuple, parce que nous sommes plus au début du XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, nous avons connu la fuite en avant de l'armement, je crois qu'on ne voudrait pas en revenir là-dessus. Alors, ça qu'on voit, c'est la force contre la force. Alors, qu'est-ce qu'il en est, qu'on va dire de ça? Oui, non, mais c'est vrai qu'au départ, au tennis, avant même l'Union soviétique, l'Empire russe, tous ces pays-là, ça a été dit dans l'Empire russe. Hein. Oui. Bon, ensuite, on est l'URSS. Et l'URSS fédérait tous ces pays-là, ça, à travers justement l'URSS, là aussi même. L'Union République Socialiste Soviétique. Ouais. Et, si vous voulez, elle avait chute à... Le mur de Berlin. Même pas le mur de Berlin, mais l'effondrement à le régime soviétique. Au commencé ni des tensions, parce qu'on est différents peuples. Hein. Oui. Et ça, alors, on va regarder ça, il faut approcher ça aussi de la Yougoslavie. Hein. À l'époque, la Yougoslavie, c'était différents peuples. Hein. C'était la Serbie, la Croatie, etc. Tenir le Kosovo, etc. Et c'était la fédération, la Yougoslavie. Oui. Et si vous regardez bien, hein, même si vous avez dit que c'était une domination serbe, mais Tito, c'est ton croate, hein, à bâton serbe. Oh. Et par contre, il y a une unité. Mais à partir du moment où ils ont commencé à démanteler la Yougoslavie, en faisant quoi? En appuyant les différentes nationalités qui existaient là,
les nationalités baltes et tout ça, pour développer les contradictions et faire éviter un APT, eh bien, ils ont démembré complètement la Yougoslavie. C'est pour ça que les Serbes ont rappelé ça l'autre jour là. Ça qui arrivait, ils ont démembré complètement la Yougoslavie. Et ça, il ne faut pas nous faire nos illusions. Ça fait partie de la géostratégie, la géopolitique. Les États-Unis, c'est eux qui ont la même mise, et en l'OTAN, et en restant à l'Europe du point de vue militaire. C'est eux qui ont la même mise. D'ailleurs, on a regardé Macron en train de rendre compte que l'appareil militaire français qui est là, il est obligé de moderniser parce qu'il a rendu compte que si nous attaquons, il est pris. Il est pris à Dombab. C'est pour ça qu'il mettait les 400 millions, etc. etc. Et avancer les États-Unis à la volonté de dominer le monde après la chute de la guerre, ils continuaient à travers les pays démantelés pour les antimissiles, tout ça, etc. Et ils commençaient à faire des avancées pour militairement contrôler la Russie. Et c'est ces avancées-là, ça, qui menaient à la situation quand on est là, de la part de l'OTAN et tout ça. Parce qu'il y a un problème de fond de ça qu'il faut aussi garder. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Si Pateni a volonté d'installer l'OTAN et les bases et tout ça en Ukraine, certainement que les Bité-Paté aillent aussi loin. Les Bité-Paté aillent aussi loin. Mais à l'heure actuelle, si on regarde, nous avons dépassé tout ça, puisque la réalité est là et tout ça. Là, on regarde, nous avons une véritable guerre en Europe. Parce que ça concerne l'Europe et ça a touché le reste du monde. Pourquoi? C'est une véritable guerre en Europe qui a mené par l'Ukraine était opposée par les Américains contre la Russie. Et la Russie, lui, qui ne veut pas perdre le leadership dans la région là, ça, et qui a répondre. Poutine, certainement, qu'il va peut-être attaquer l'Ukraine quand il fait là. Il a fait une raison géopolitique pour lesquelles nous faisons ça. Différence là, c'est que la Russie, sont un pays qui va disposer effectivement de l'arme nucléaire, etc. Le plus puissant. Mais différence là aussi, c'est que le monde a dans la société capitaliste qui a dominé, a dans partage à le monde, en particulier sur le plan économique, qui offre à Dombab. Ni aussi une guerre économique forte. À l'intérieur, l'Europe est incapable de vivre sans un certain nombre d'habitants qui proviennent et de l'Ukraine et de la Russie. Et pas seulement l'Europe. On a problème à poser en Afrique, comme on a dit, le blé, les pâtes, etc. Et jusqu'à ici, l'autre jour, là, de réunion à l'année du fruit à pain, de plus en plus, les gens ont posé le problème de faire farine, autrement qu'il y avait blé pour manger. Ça qui Jacques a fait en Guadeloupe, mais ça a commencé à poser aussi à d'autres pays, sortis du blé, pour ne pas trouver dans dépendance à ça. Si bien que ça a une des connotations partout dans le monde. Des ramifications. Oui, mais au cas où ça en particulier, dans les pays africains où à l'heure actuelle, la France est de plus en plus rejetée par rapport à la Russie. Et le Wagner et compagnie, de plus en plus de pays africains qui ont rejeté la France à l'heure actuelle. C'est tout l'aspect colonial. Mais oui, c'est l'aspect colonial et c'est tout l'aspect géopolitique. Parce que les Russes caboués d'un côté à eux, pour faire influence à eux, les Américains caboués. Et c'est pour ça que nous arrivons dans une situation actuellement où si on continue course aux armements là, ça en Ukraine, nous ne finissons pas bouer en longue situation nucléaire qui est particulièrement dangereuse. D'abord en Europe, les Américains. Mais d'abord en Europe, mais qui fait toucher tout le restant. Mais nous ne pouvons pas nous faire une illusion. C'est difficile là capable de sortir là de objectif. Et puis l'irradiation. Oui, on gagne des phénomènes annexes. Donc il faut effectivement. C'est là, c'est important. Et on gagne des bouleversements économiques. On gagne un paquet de bitins. Et puis l'interdépendance. À ce niveau-là, c'est important d'éclairer dans les débats, éclairer à la population, que nous n'ayons pas forcément une communication à charge. Comme on le voit un peu partout, c'est l'autre, c'est le démon, c'est ceci, c'est cela. C'est trop facile. Alors, Nico, tu suis donc cette actualité. On a vu la guerre, les sanctions. Les sanctions, finalement, ça n'a pas donné les effets escomptés pour l'Occident. C'est retour contre nous. Voilà. Maintenant, on va dans les armes. On prétend même qu'il faut tuer Poutine. Après, voyez-vous, il y a tellement de scénarios qui sont avancés. Est-ce qu'il y a, selon toi, des mesures occidentales là-dedans? Alors, je pense que le gros problème, c'est la lecture du monde. Est-ce que le monde est
bipolaire? Est-ce que le monde doit être multipolaire? Est-ce que le monde doit être monopolaire? Monopolaire, unipolaire. C'est ça l'enjeu. L'enjeu. C'était bien pratique quand il y avait l'Empire soviétique d'un côté et puis ce qu'ils appellent le monde dit libre de l'autre. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a les Chinois. Et avec les Chinois, on ne sait plus tellement parce que le monde se rassure s'il a un ennemi identifiable et il s'organise autour de l'ennemi. Bon, là, c'est plus difficile, ça devient plus compliqué. Et donc, dans cette guerre, peut-être, je crois qu'il y a, pour le dire rapidement, sans trop s'attarder, il y a peut-être 3 guerres, en fait. Il y a la guerre que se livre, comme dit Raphaël brillamment, c'est appelé pléonasme, la guerre coloniale, la guerre fratricide, cette guerre en Europe, quoi. Ça, c'est grave, impérial, tout ça. Bon, ça, c'est ça. Ça, cette guerre-là, elle est là. Bon. Mais il y a une deuxième guerre dont on ne parle pas beaucoup. Si, René en a parlé, c'est la guerre que se livrent les Américains aux Européens. Parce que ne croyez pas que les Américains, ils sont aussi gentils que ça. Non, les Américains ont réussi à mettre les Européens en problème à moindre frais. Hein, ils ont à casa tranquillement et ils foutent le bordel chez toi. Hein, et donc ça veut dire qu'il y a une guerre que eux livrent à l'Europe. Et ils veulent affaiblir l'Europe et rappeler à l'Europe que, attention, messieurs, c'est moi qui vous donner ça. Je suis votre protecteur et tenez-vous bien. D'ailleurs, depuis cette guerre, le rapport dollar-euro n'arrête pas de se déprécier. Oui. C'est-à-dire que le dollar prend de plus en plus de valeur par rapport à l'euro. Hein, ça, c'est-à-dire, le dollar s'apprécie. Ça, c'est mortel, ça. Ça fait plus de mal, peut-être, qu'une Kalachnikov, hein, cette dépréciation constante. Bon. C'est sûr. Et puis, la troisième guerre, c'est la guerre que se livrent les Chinois aux Américains pour la suprématie dans le monde. Dans le monde. Alors, et peut-être que je vais mettre un peu d'espoir. À ce niveau-là, à ce troisième niveau de guerre, peut-être se souviennent-ils de Sun Tzu. Hein, peut-être que le Chinois n'a pas oublié Sun Tzu, peut-être, qui sait, que l'art supérieur de la guerre consiste à l'emporter sans livrer bataille. Oh, absolument. Et peut-être que les Chinois espèrent l'emporter sans livrer bataille. Sans livrer bataille, avec l'économie. Alors, évidemment, en dessous de lui, il y a les deux bagarres qui se livrent, hein, et lui, il espère peut-être tirer les marrons du feu sans livrer bataille. Et alors, d'ailleurs, j'ai constaté on me dit que les Chinois mènent beaucoup d'actions pour que les factures soient payées dans leur monnaie. Bien sûr. Que déjà avec les Russes, le yuan, c'est la monnaie, hein, le gaz, charbon. Et il paraît que les Chinois veulent embarquer l'Arabie Saoudite dans cette aventure, dans ce fait économique de laisser le dollar de côté pour pouvoir que les transactions à l'échelle planétaire monétaire se fassent dans leur monnaie. Donc les contrats internationaux seront... Dans tous les BRICS, il y aura des changements au niveau des contrats. Exactement. Et donc ça, c'est tranquillement, c'est sans lieu de bataille. Mais les effets de ça sont extraordinaires. Ouais. Alors déjà, les Américains sont hyper endettés au niveau des bons du Trésor, qui sont payés par l'excédent chinois. Et alors, si en plus de ça, le dollar américain devient une sorte de pesos nord-américain, là, ils sont en train de l'emporter sans livrer bataille. Et c'est ça qui se joue. Hein, l'Ukraine et tout ça, c'est peut-être la guerre de l'Ukraine, c'est pour dire ça pas méchamment, c'est l'idiot utile. Hein, il y a des morts, c'est pour ça, et c'est fratricide, mais en fait, c'est une guerre d'idiots utiles pour la suprématie à l'échelle planétaire des Chinois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut espérer que M. Xi va tenir la main de Poutine, pour que Poutine, par fait des désordres, n'aille pas trop loin, parce que lui, il a besoin de l'emporter sans livrer bataille. Donc peut-être notre seule chance que une bombe nucléaire ne vienne pas tout exploser, c'est la tranquillité, la sérénité de M. Xi, qui espère l'emporter sans livrer bataille. Sans livrer bataille, absolument.
Voyez-vous, les analyses avancent chez nous avec le club. En tout cas, merci à vous pour cette analyse, ces analyses-là. Ça se complète. Oui, On sait que c'est un moment dangereux, d'inquiétude à tous les niveaux. Sur cela. Donc, par contre, on le dit très bien, c'est le dialogue. Et puis aussi la prise de conscience au niveau des territoires, c'est ce que tu disais sur les flux à pain, moi ça fait 20 ans qu'on répète ça, mais il est clair que la Guadeloupe, prenons le cas de la Guadeloupe, c'est souvent, il faut qu'on nous demande souvent de nous ramener quand même à la Guadeloupe, il est clair qu'il faut qu'on se réapproprie les éléments de nos avantages catégoriels, que ce soit le fouille à pain, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour ceci, cela. Oui. Il faut qu'on se nous capoter mon œuvre pendant qu'on valoriser nous, valoriser nos machins et opérer le changement nécessaire pour maintenir le cap. Au moins notre survie. Au moins de survie. On arrive à un prochain thème, que je pense notre thème. On va un peu changer les choses. On mettra sans doute la mobilisation. La mobilisation vient directement dans ce contexte, une grande mobilisation sociale qui se dessine. Ça a commencé, je crois, commencera le 31. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça s'accentue. Voilà, mobilisation sociale, on s'interroge généralement quand ça s'annonce comme ça, échec ou encore succès, comment voir dans cette réalité, comment voir l'issue favorable. Est-ce que autour de la question de la retraite, des réformes des retraites, le gouvernement va reculer? Est-ce que ce qu'il va faire? Alors à vous d'abord. Je me rapproche de Raymond, quand il parlait tout à l'heure de violence. Parce que la violence n'est pas simplement des coups physiques. Et la vraie violence qui se pose maintenant dans les pays occidentaux. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Parce que c'est dans les pays effectivement autocratiques ou de théocratie, la question ne se pose même pas comme ça. C'est le problème de la mobilisation. Et quel type de mobilisation? La mobilisation autour de la question démocratique quand on a évacué l'expérience, le vécu du peuple. Oui. Donc par où ça va passer? Et donc la démocratie représentative, en France, pardon, la démocratie représentative et la démocratie institutionnelle a montré ses limites ou ses pannes pour générer du... En tout cas, sa fébrilité. Au minimum, sa fébrilité. Et Nico a très froid. Donc c'est peut-être déjà... Bon. Par contre, le peuple dans son expression, par où va passer l'expression du peuple? Et c'est vrai qu'une certaine manière de revisiter cette expression du peuple, ça va être une violence, qui est la confrontation entre le peuple, ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il vit, son ressenti, objectif ou pas objectif, et puis les discours pseudo-démocratiques et masqués par des espèces d'experts. Alors là, je suis de plus en plus en train de m'interroger sur des experts. On les a vus pour le Covid, on les voit pour tout. Il y a autant d'experts qui diront oui que d'experts qui diront non. Donc le débat, c'est pas ça le débat démocratique. C'est le débat démocratique ramené à un débat d'experts, c'est pas la démocratie. Ce qui va se passer réellement dans le choc qu'on va avoir en France, donc le 31, et probablement ça va être perlé. Après, ça va continuer après. C'est effectivement comment passe une expression du peuple. Et je suis d'accord sur ce que Nico disait sur les populismes, tout azimut. Mais il y a des populismes au niveau du peuple, comme il y en a aussi au niveau du pouvoir. Puisque à partir du moment où l'espace démocratique est évacué, parce que les outils de la démocratie ne sont pas mis en avant, ne sont pas exploités, on va vers des affrontements directs. Donc moi, je suis très... Là encore, je m'interroge, je regarde avec beaucoup de curiosité... Comme tout le monde, ce qui se passe, mais je ne vais pas faire de prospective, mais une fois de plus, c'est plutôt gris à l'horizon. Gris à l'horizon, c'est le discours qu'on entend. Alors, Rama et Raymond, quel est ton regard sur cette mobilisation? Quoi peut-on dire? Échec ou succès, la manière dont les choses se présentent? Bon, alors, est-ce qu'on peut parler d'échec ou de succès? À mon avis, non. Nous sommes dans un conflit, on en a parlé déjà ici, ce sont des mesures qui auraient dû être prises, ça fait déjà très longtemps. Des années. Et pour des questions politiques, les gouvernants repoussent, et puis finalement, à un certain moment, il faut bien y aller. Et comme j'ai dit la semaine dernière, si Macron n'arrive pas à faire passer cette loi, ça risque d'être très compliqué pour la France. Macron, de toute façon, c'est son dernier mandat. Politiquement, il n'a pas grand-chose à perdre. Maintenant, moi, je vois une chose. Il y a des manifestants
il y a un pouvoir et ce que demande le peuple, il faut voir est-ce que sur le plan économique, ça tient la route. Pour moi, c'est commander, la solution à trouver est commandée par les soucis économiques que ça va engendrer. Est-ce qu'on pourra payer ou est-ce qu'on ne pourra pas payer? Aujourd'hui, on voit à terme, il y aura des problèmes pour les futurs retraités, pour nos enfants. Donc il faut prendre des dispositions pour arriver à assurer une retraite pour les jeunes qui arriveront l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans, pour assurer la pérennité du système. Mais ça passe forcément par un jeu de calcul, c'est des euros, il faut compter en euros. D'anticipation, de prévision. On fait, on peut pas, on fait pas. Ou alors voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on peut pas faire. Voilà jusqu'où on peut aller et là on peut pas aller à. Donc pour moi c'est une solution qui doit être avant tout économique. Et aujourd'hui avec la rue, il faudra peut-être apporter quelques facettes politiques pour pouvoir pour permettre aux jeunes de s'entendre et arriver à une solution. Mais tout le monde sait que dans le système aujourd'hui, ça ne peut pas durer. On va dormir. Ça ne peut pas durer. On s'achemine, à mon avis, plus vers 67 ans que vers 62 ans. Donc ça ne peut pas durer économiquement. Il faut pouvoir payer. Alors, si on ne peut pas payer, il faut trouver une solution qui permet de payer pour arriver, pour assurer la retraite de nos plus jeunes, ou comme j'ai dit la semaine dernière, changer de système. Et le système. Voilà. Alors, tous ceux qui ont ce pouvoir, je dirais, de faire de la pédagogie, tous ceux-là, ils doivent s'engager dans cette direction-là, informer. Encore faut-il qu'il soit légitime. Et deuxièmement, qu'il soit crédible. Qu'il soit crédible. Légitimité et crédibilité. Alors, on est. Nous quoi à vous? Oui, non, mais attention. La question de la réforme telle qu'elle se pose, oui, c'est l'affrontement entre deux visions sociétales de la question de la retraite. Il faut faire très, très, très attention à ça. Ce n'est pas seulement un problème économique. Le problème économique, tout le monde le connaît. Où trouver les fonds pour pouvoir équilibrer le système de la retraite? Et tu as deux conceptions qui s'affrontent. Une conception qui préserve les intérêts financiers des plus grosses sociétés et compagnies, et une autre conception qui dit que plus d'égalité sociale amènerait à faire rentrer plus de fonds et à résoudre la question sans passer obligatoirement par augmenter le nombre d'annuités, etc. Donc c'est deux visions sociétales qui s'affrontent. Je te dis que l'autre jour, en temps de discussion, on t'a expliqué que différence de salaire entre les hommes et les femmes de 40%. Oui. Et qu'à l'heure actuelle, avec la réforme de la retraite là, que l'on a proposé là, les femmes seront... Les femmes qui étaient à travail beaucoup plus que les hommes. Elles sont plus pénalisées. Pour arriver à la retraite, plus pénalisées. Mais il y a aussi... Il y a un discours qui a dit aussi que en fonction du nombre de naissances, il va bénéficier des machins. Oui, non, mais même en bénéficiant... Oui, mais même en bénéficiant de ça, il ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver. Puisque Bouglat a démontré ça, même en bénéficiant de ça, il prend plusieurs exemples, il ne peut pas arriver. Bon, d'ailleurs, il y a un ministre à gouvernement là qui reconnaît ça. Bon, il a failli fermer bouchaille tout de suite après, mais il reconnaît ça. Donc, si vous voulez, ni des types de vision, et puis, qui sont complètement différents. Et puis, il ne faut pas oublier que la retraite, c'est une retraite par répartition et c'est un gain social. Hein. C'est un gain social à partir de lutte que travaillait et mené pour te permettre justement d'assurer un certain nombre d'avantages, de biens sociaux pour l'ensemble des gens qui travaillent. Bon, donc, à ce niveau-là, c'est une déconception qu'a affrontée. Deuxième problème, il y a un véritable problème de démocratie, quelque part. Parce que, nous n'avons qu'à remettre en cause la retraite là, telle qu'elle est proposée là, et qu'elle dit qu'il y a d'autres moyens. Carrément, c'est que parfois, dans ces vidéos, ça, nous avons une forme d'autisme. Même là, on a dit qu'on fait concertation, mais on peut écouter ou s'entendre vous. Hein. Ah oui. Ça veut dire qu'on écoute, mais c'est ça qu'il fait. Et quand on y a quand même des sondages au niveau de la population qui ont montré qu'à 73% la population a rejeté complètement bien, il faut vous rendre compte qu'effectivement, une réforme a fait,
Mais qu'il faut réforme là, ça fait dans le consensus et non pas dans l'affrontement. Bon, ceci dit, problème là, les manifestations, ils ont gagné un succès énorme. Mais question, puisque les premières manifestations, j'ai eu un succès, les autres gagnent un succès énorme. Question, pas de problème. oui, mais là, le sujet est question de la réforme dans le consensus, c'est ça. Ouais. Mais ça, de tout temps, on a entendu ça. Mais on n'a jamais pu faire ce consensus. Pour ça, il faudrait, à ce moment-là, que chaque monde l'a écouté, parler et qu'il ait fait des véritables concessions à la vision sociétale. À niveau là, ça. Bon, c'est ça qui n'a pas existé à l'heure actuelle, dans le cadre de la réforme là, ça. Au Parlement, c'est qu'on problème des rapports de force. Elle fait population là aussi. 7000 amendements, apparemment. Non, mais la question du consensus est inséparable de la question de la démocratie. Absolument. C'est pas, le problème n'est pas de prendre des mesures, le problème c'est comment on prend la mesure. Comment tu prends la mesure? Et donc, la question de la démocratie, c'est de pouvoir ne pas donner la parole, s'approprier la parole uniquement à des experts, des ceci, des plans A, des plans B, des cabinets McKinsey, des ceci, des cela, mais écouter, se donner les moyens de permettre de faire émerger le peuple, même si le peuple n'a pas toujours raison, et même si je ne vais pas érotiser le peuple, mais pouvoir l'écouter, voir machin. Effectivement, c'est ce que tu dis. Tu as 75% des gens qui sont contre, tu fais quoi avec ça? Toute ta pédagogie ne passe pas. Il y a un problème démocratique là-dedans. Ah ben, même s'ils n'ont peut-être pas raison. Oui. Alors, on va poursuivre avec Nico. Je crois qu'il y a un autre thème, on va finir avec cette histoire, avec cette question de la mobilisation. Les dames ne nous voudront pas. Le sexisme, on verra après. Mais il faudra qu'on fasse un sujet entier sur sur le sexisme. Oui, bah ça, c'est quelque chose de plus important. Et puis le fait d'évacuer à chaque fois comme ça pose un problème. Les féminicides, mesdames, après, vous en verrez pour la prochaine émission. Ça veut dire ça. Alors, Nico, cette question de la mobilisation, on s'est interrogé. Échec ou succès, comment tu vois, quel est ton regard sur cette réalité-là, cette actualité? Bon, alors en France, ça marche. En France, c'est bon. Hein. En France, ça marche. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute. Ça marche en France. Et comme disait Berger, ce qui est intéressant en France, ça marche dans les villes moyennes. Et les villes moyennes, c'est les villes où il y a les ronds-points. Il y a le rond-point. Et les ronds-points, c'est là où il y a les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est ce qui bloque le pays. Donc, c'est ça. Donc, ils sont très, les gens qui manifestent, là, les camarades qui organisent, ils sont très, très heureux. Parce que c'est pas que le chiffre. Parce que s'il y avait 1 million de personnes à Paris, c'est mauvais signe. Mais par contre, si c'est réparti, et comme dit Raphaël Spéronel, si on passe de la guerre à la guérilla, là, le pays est bloqué. Le pays, il y a maintenant, dans la lecture du chiffrage, de quoi bloquer le pays. Et donc, la CFDT, Sud, les camarades de la CGT, tout le monde est très, très heureux. Et il n'y a qu'à attendre Macron, je vais dire avec Kalachnikov, non. Il n'y a qu'à attendre Macron au coin du bois. Donc, sur le terrain, tout est fait pour bloquer le pays. Bon. Et puis, deuxièmement, c'est comme la mayonnaise. Si là-dessus, on arrive à faire prendre la mayonnaise sur d'autres questions, comme le pouvoir d'achat, l'énergie, oui. Ah oui, alors là, ça c'est fini, c'est terminé. Donc là, il est KO, il est KO. Bon. Donc c'est ce qu'on attend. Sur la réforme au plan technique maintenant, il faut dire une chose à ceux qui nous écoutent. Ne croyez pas ceux qui vous disent que le système va exploser, ce n'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le système, il coûte cher, c'est clair, il coûte cher. Mais on a des moyens de payer. On peut très bien imaginer. Et ça, ce serait un peu peut-être faut taxer les riches. Faut taxer les riches. Non, ni ça aussi. Mais on peut décider que c'est l'État. C'est l'État qui doit réduire son train de vie. Voilà, on dit l'État prend en charge de ça, donc à lui de se gérer. Donc il gère son État, il gère ses dépenses trop importantes, et il gère la question de la retraite. Ça, c'est la première chose. Révision de l'État. En fait, quand les chiffres, c'est quoi? Pardonnez du peu, mais c'est 20 ou 25 milliards. De déficit. Dans un budget, il y a 1000 millions de milliards, parce que c'est 0,8% du PIB, ça. Donc, un choix d'État quant à la qualité des gens, la qualité de la retraite, on peut politiquement le décider et le porter, c'est tout. Et attendre la conjoncture et l'activité, développer l'activité pour pouvoir, dans le budget de l'État, faire face à ça. Et personne ne parle de cette hypothèse-là, personne ne parle de ça. Pourquoi?
contraintes européennes. Alors, Aujourd'hui, la France a pris des engagements de baisser sa dette, accord de Maastricht, convergence et tout ça. Donc, c'est une réforme qui n'est rien d'autre que financière. C'est tout. On se fout éperdument de votre retraite, madame, monsieur. On remet de l'ordre dans la finance. Et pourquoi? C'est parce que les taux de refinancement de la France dépendent de l'image qu'elle donne au marché. oui. Et donc, les marchés regardent la France, ils regardent la France. Si la France paraît laxiste selon elle, indépendamment de la qualité de la vie, c'est pas le marché, lui, la qualité de la vie, c'est pas son problème. Bon, c'est le retour sur investissement. Et comme la France lâche du lest dans cette affaire-là, peut-être les taux d'intérêt de refinancement de la France vont augmenter. Et ça gêne terriblement ceux qui veulent s'enrichir en dormant. Donc, c'est un problème financier. Ça gêne des malheureux qui veulent s'enrichir. Et deuxièmement, c'est un choix de société. Et il faut le faire. Il faut le faire. Et ce n'est pas aussi grave qu'on le dit. Je le redis. 900 millions d'excédents l'année dernière. 3 milliards d'excédents cette année. Voilà la situation. Et c'est vrai qu'on marche apparemment vers un trou de 20-25 milliards à l'horizon 2030-2033. Mais on peut très bien dire, comme pendant le Covid, on a dit de l'argent, et des millions, des centaines de millions, de milliards apparaître, il y apparaître, si c'est ça. Mais ils ne veulent pas de ça pour des raisons financières. C'est vrai, c'est une réforme financière. C'est vrai. Alors, je comprends, Nico, peut-être il faudrait un Mélenchon au pouvoir. Alors voilà. Par contre, je dis Mélenchon. Ah non. Alors c'est le problème, c'est le discours. Non, mais le problème, c'est plus grave que ça. C'est le problème de la vision, de la prospective. Comment vous voyez le développement maintenant, avec les éléments de maintenant, qui ne sont pas les éléments d'il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et jusqu'à présent, on fonctionne sur des données paramétriques. Donc, une économie moléculaire, une économie atomiste, et on fait des petits calculs de machin, et à base de cupidité et tout. Il faut qu'on passe de ce système paramétrique en termes de projection, et donc McKinsey et compagnie, ceux qu'on fait tous en gestion comptable et tout, à un système, à une approche systémique, comme dit Raymond, qui est une approche molaire globale. Et on n'arrive pas à faire ça. On le sait très bien, on va y arriver de toute façon. C'est cette synthèse-là qu'on n'arrive pas à faire, ni au niveau politique, ni au niveau de gestion, et on reste dans des calculs d'apothicaire. Là, il faut voir quelque chose qui est dans le domaine sociétal. Quel type de société on veut, c'est ce que disait Nico, et derrière ça, quels sont les appareillages qu'il faut mettre en place pour avoir cette société-là. Alors, la Sécu, c'était un engagement social, c'était une vision sociale, c'était une vision du vivant, une vision de l'humain qui était à un moment donné, c'est pas encore le cas, mais on sait que ça va être en crise, et ça c'est clair. Est-ce qu'on a encore le temps de négocier la mutation? Il faut dire aussi que le monde va à la vitesse grand V. Des fois, quand on projette une organisation, des réalisations, avant même qu'on les ait entamées, eh bien, les choses changent. Alors, pour conclure... Conclue. Non, vas-y, conclue. Ah non, à vous, je vous laisse la parole. Non, mais c'est pratiquement fini. Allez-y, je vous dis. On a le générique qui annonce, qui nous annonce la fin, mais on peut y aller. Mais pour conclure, je vous dirais simplement, on sait bien, c'est que manifestement, nous avons en plein bouleversement sur le plan mondial. Oui. Sur le plan des rapports, nous avons la force, puisque nous pas fait partie d'un système, etc. Et en disant à la société, en nous-mêmes, d'avoir nous ni des problèmes. Mais si c'est pour employer un terme français, on dit incommensurable à résoudre, qu'il y ait à la vie quotidienne, qu'il y ait à l'emploi, qu'il y ait à toute qualité d'autres problèmes, production, etc. Et nous n'avons ça que biter les doigts à nous, et on a l'impression que pas ni suffisamment de monde qui est conscient et responsable. Raymond, très rapidement. Conclusion. Oui, je pense que dans cette affaire-là, j'espère que le bon sens va triompher et que les uns et les autres, que ce soit du côté des manifestants que du côté du gouvernement, qu'on puisse arriver, comme disait Raphaël, à trouver un consensus, trouver la solution. Que la population ne soit pas prise en otage. Et qu'on ne soit pas bloqué une fois de plus. Et en général, ça n'avance pas plus que ça lorsqu'on est bloqué. Très bien. Alors, Nico, tes propos là-dessus pour conclure, avant d'arriver à Raphaël. Moi, je milite pour plus de lucidité citoyenne qui marche avec la responsabilité. C'est le mot de Nico. Oui, alors, Raphaël? Moi, je dis que pour nous, à Eco Club, et pour beaucoup de gens comme nous, on vit une période formidable. Oui, parce qu'il y a matière.
Et pour finir, pour rejoindre Raymond, je dirais qu'on mette l'intelligence au service du bon sens. Bon sens. Voilà. Et qu'on n'inverse pas. Et peut-être qu'on va... C'est un appel à la vitalité, à la créativité. À la créativité, penser le futur. Tout cela, Oser penser le futur. Oser penser comme le désirer, futur comme un avec désir. les ressources du moment. Ouais, exactement. C'est ça, c'est pas évident tout cela. Alors voilà donc, à vous, chers téléspectateurs, ici followers, parce que nos commentaires sont très nombreux sur le Facebook, hein, on imagine. Nous prenons congé donc de vous, nous vous disons merci de nous avoir été fidèles, à vous, chers chroniqueurs, clubistes, hein, et à toi, Nico, se trouve de la DESO. Merci. Et puis on voit de la chaleur. Bon, Nico, en tout cas, t'as un peu de dimanche. soleil. Bon dimanche, et puis l'euphorisation que ça continue dans la commune de Ramaille, le Moule, Bon courage pour entrer à Moule. le carnaval, et à tout le monde, bon dimanche, et à dimanche prochain pour une nouvelle émission d'Eco Club. Okay. Merci. Bye bye.